Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'entends également, Gemini qui dit: «Beh, pour développer, Gemini 1.5 ou Gemini, 2.5 Flash, on utilise Gemini 2.5 Pro». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'en fait, ils utilisent leurs IA les plus puissantes pour développer des fonctionnalités. Et pour moi, ça fait sens. Je me dis: «OK, les IA, peuvent être très puissantes, en tout cas, pour améliorer et aider et fluidifier le développement». Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à des outils qui sont utilisés par, OpenAI, Anthropic pour, développer du logiciel. Et aujourd'hui, c'est ce que j'offre à mes clients. C'est-à-dire, bye bye les 250 000 € dépensés pour ton logiciel. Bye bye, les 15 mois de développement. Bye bye, tu as besoin de trouver des financements. Bye bye, tu as besoin d'aller demander à ta famille pour financer ton produit logiciel. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui si tu peux, dépenser, par exemple 1 500-2 000 € pour avoir un premier MVP? Donc voilà, c'est vraiment là-dessus, qu'on base notre proposition de valeur. Bonjour Pierre, on te reçoit aujourd'hui parce qu'en fait tu possèdes plusieurs sociétés et en fait tout simplement tu vas nous parler, de un peu leur création, de, quelle est la valeur ajoutée, de chacune d'entre elles et cetera et un petit peu, la symbiose qui les relie entre elles. Donc, de ce que je sais en fait, tu possèdes 3 sociétés donc Galileo qui était anciennement Galileo Protocol, Kepler et Origin Labs et qui, Origin Labs détient des parts dans Galileo et Kepler. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais, alors 2022, avec, mon ancien associé, je crée Galileo. 2022, on a l'idée d'utiliser, la blockchain, notamment les NFT, Mmh. parce qu'elles ont, cette capacité, ce pouvoir de représenter une propriété, numérique. Et on se dit: «Alors si les NFT peuvent représenter, des images ou une propriété numérique qui est liée à de l'art, peut-être qu'on peut utiliser ce même concept, en tout cas, pour représenter différents types de propriétés». Et si on regarde toutes les propriétés, qu'on a aujourd'hui, ça va être l'immobilier, de la propriété intellectuelle, Mmh. des objets d'art, des œuvres de luxe et pouf, œuvres de luxe. Pourquoi œuvres de luxe? Enfin, en tout cas, pourquoi objets de luxe? Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, les objets de luxe souffrent d'un grand problème qui est celui de la, contrefaçon et du manque de traçabilité. Qu'est-ce que je veux dire par la contrefaçon? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des grandes maisons, qui produisent, différents types, d'objets de luxe Mmh. et ce sont des objets qui sont extrêmement, onéreux. Et pour pouvoir permettre à des personnes qui n'ont pas les capacités justement ou qui ne peuvent pas se permettre d'acheter ces objets de luxe, il y a des personnes en fait sur un marché secondaire qui vont reproduire, ces objets de luxe, à grande échelle et qui vont inonder en tout cas différents canaux, de distribution pour leur vendre ces produits de luxe. C'est-à-dire en gros par exemple un faux sac à main, de Louis Vuitton ou de, Oui, un faux Louis Vuitton, on trouve aujourd'hui, sur, TikTok, sur eBay, des faux Louis Vuitton, Gucci, et cetera. Et en fait, ça représente un grand, enjeu pour les maisons, mais également pour les propriétaires, d'objets de luxe. Et ce qu'on a voulu faire, avec ce concept de NFT, c'est de mmh. pouvoir apporter une traçabilité. C'est-à-dire lorsque j'achète un produit, comment je peux être sûr, qu'il est, authentique et vérifiable? Mmh. Alors je pense que la contrefaçon, elle vient de 2 façons. La première, c'est qu'on achète de la contrefaçon de façon consciente. On sait que c'est de la contrefaçon, on sait que Mmh. c'est moins cher et tiens, j'y vais de manière totalement volontaire vers la contrefaçon. Et il y a aussi la contrefaçon qu'on reçoit de manière, involontaire. Et aujourd'hui, ça représente un gros problème. C'est-à-dire que je vais sur Vestiaire Collectif, je vais sur eBay, je trouve des vendeurs et j'achète, un sac Louis Vuitton. Peut-être qu'il est vendu, 30 moins cher que son prix, original, Mmh. mais je crois en fait, que c'est un vrai. Et par les qualités des photos, par les preuves qui me sont fournies, une carte d'identité du produit, par rapport à une facture, je vais croire que ce que je suis en train d'acheter est un vrai, produit. Alors que non, pas du tout. Et le problème, c'est que pour ceux qui achètent de la contrefaçon sans le savoir, ils ont aucune méthode pour, détecter, le vrai du faux. À part si, effectivement, ils vont chez la boutique Louis Vuitton, Gucci et ils vont avoir un expert pour dire: «Ça, c'est un vrai» ou «Ça, c'est un faux». C'est Mmh. hyper onéreux.
ou ils peuvent s'attacher à un certificat d'authenticité de façon papier, ou ils peuvent s'attacher à une facture. Mais comment tu sais que la facture que tu as entre les mains est une vraie facture? Hein, c'est tellement facile aujourd'hui Photoshop. d'aller sur Photoshop et de falsifier une facture. Mmh. Donc la blockchain, pour moi, elle apporte cette traçabilité, notamment pour les consommateurs, et permet de renforcer la confiance entre, le end, customer, donc c'est-à-dire celui qui l'achète, et le producteur, celui qui commercialise, l'objet de luxe. OK, donc tout ça, c'est le principe de ta première boîte que tu as montée en 2022, Oui, qui s'appelle Galileo. oui, Galileo Protocol. oui. Et pourquoi Galileo et pourquoi Galileo Protocol, en fait? Alors c'est une très bonne remarque, c'est que au début, l'univers de la blockchain, du Web3, c'est dans un univers que je décrirais un peu comme céleste, un peu l'univers, hein. On Mmh. utilise beaucoup ce champ lexical de, aller en orbite, atteindre la Lune, prendre une fusée pour aller très, très loin, et finalement, voilà, je voulais un peu, calquer l'image de marque sur cette sémantique, que les utilisateurs crypto utilisent, et c'est pour ça que j'ai pris, entre autres, Galileo. Alors j'aurais pu prendre plein d'autres noms que celui de Galiléo, mais je pense que Galiléo était également une personne, avant-gardiste, entrepreneur, qui avait Mmh. des idées finalement qui étaient, pas de son temps, mais des idées qui se sont installées, des années plus tard, et finalement le concept qu'on a eu, Galiléo, c'était vraiment, un concept, je dirais, futuriste, et j'ai trouvé qu'en tout cas le nom de Galiléo était, correspondait bien à la vision qu'on portait. C'est-à-dire que l'industrie du luxe est assez traditionnelle. On vient y mettre une technologie, qui est, avant-gardiste, et notre but, c'est voilà, comment on peut faire cette transition entre un mode, d'achat, très traditionnel, je vais dans la boutique, je reçois une facture, et cetera, avec un monde un petit peu plus, avant-gardiste, tourné autour des technologies. C'est-à-dire j'achète mon sac, mais en même temps, je sais que mon sac est traçable, et authentifié par la blockchain. Donc maintenant, on vient de parler de Galileo, donc maintenant ça me donne un petit indice de pourquoi vous avez nommé, Kepler. Est-ce que ça vient du coup de cette première boîte que tu as fondée et qui s'appelle Galileo? Est-ce qu'ils ont un lien? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment Kepler est né? Quand on lance Galiléo, au début, c'est une idée, un concept, un site internet, un papier, un manifeste, et on arrive, si tu veux, à convaincre, plusieurs centaines d'investisseurs de venir investir, sur Galiléo parce qu'ils trouvent, l'idée, en tout cas géniale, les cas d'utilisation, top, et on se rend compte que, on a quelque chose sur lequel on peut miser, d'un Mmh. point de vue commercial, et en observant également le marché, on se rend compte que nous avons les anciens de chez Vestiaire Collective, qui sont partis et qui ont créé, Ariani, qui est aussi une boîte similaire qui utilise, l'authentification blockchain pour les produits de luxe, et aussi on voit que le groupe LVMH a lancé, sa propre blockchain, notamment avec un consortium qui s'appelle Aura Blockchain Consortium, et qui se dit que finalement, bah, la blockchain, le Web3, c'est pas que de la spéculation, c'est pas que du retour sur investissement, mais qu'on a une vraie technologie, je dirais même une infrastructure, en tout cas de partage et de suivi, d'informations. Ce qu'on appelle Mmh. l'intégrité des données, et cette industrie y est très attachée, en tout cas. Et en parlant, avec, notamment mon père, Yannick, qui a fait, toute sa vie, dans le milieu de l'aéronautique, et qui s'est notamment, attaché à différents process, c'est-à-dire celui du tourisme, celui, des pièces détachées, celui des vols, voilà, ce qu'on appelle l'escale, en tout cas, d'un avion. Bah, il s'est rendu compte que cette technologie pouvait être utilisée également dans le milieu de l'aéronautique. Dans le milieu de l'aéronautique, comment on suit, en tout cas, le cycle de vie et la chaîne d'approvisionnement d'une pièce détachée? Bah, tout simplement avec des process, qui sont papier. Avec une signature, je modifie, je rentre, à l'encre également, et comment on garantit justement la fiabilité de ces informations? Puisque peut y avoir des acteurs qui sont honnêtes, des acteurs qui sont malhonnêtes, ceux qui veulent déformer, l'information, et c'est comment on apporte, un problème, enfin une solution notamment à ce problème qui est la falsification, ou en tout cas le manque de transparence. Et donc la technologie est, utile, pour les produits de luxe. Pourquoi elle ne Mmh. serait pas utile, en tout cas, pour le milieu, de l'aéronautique? Et plus que les pièces détachées, il y a, également des enjeux de sécurité et de sûreté dans, Oui, l'édu surtout que c'est une industrie qui est des plus sécurisées du coup justement. oui, Le c'est-à-dire l'industrie de ce l'aéronautique, sont ouais. 2 mots-clés hyper importants, dans le milieu de l'aéronautique, et notamment, il y a également la question, de la formation, professionnelle.
ceux qui, Des agents aéroportuaires et cetera? agents aéroportuaires, ceux qui s'occupent des avions, les pilotes, ceux qui, voilà, font le catering, ceux qui pushent les avions. Comment on garantit finalement que ces personnes ont les compétences pour pouvoir, intervenir autour d'un avion? Mmh. Puisqu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des faux docteurs, des faux pilotes, Oui. des faux commerciaux, qui viennent d'écoles, que pour lesquelles ils ont, jamais été, diplômés, hein. C'est un vrai problème aujourd'hui, on rédige un CV, on peut marquer n'importe quel type d'école, on peut éventuellement aller sur Photoshop et modifier son un diplôme HEC, prendre un diplôme d'HEC, mettre son nom. Finalement, si l'employeur derrière, il appelle pas, l'école en question, comment il sait et comment il est au courant que, ce candidat a bien eu le diplôme en question? Et notamment avec la blockchain, alors on parlait de traçabilité, de suivi, de transparence avec les produits de luxe. Pourquoi Mmh. ne pourrait-on pas l'utiliser, en tout cas pour la traçabilité des diplômes étudiants. Beh, je me pose la question, où est-ce que ce genre de problème, apparaissent le plus ré le plus, le plus en fait, dans quel pays exactement? Parce que je me dis, je ne vois pas en France si ce problème apparaître, assez souvent, en fait. Celui de la formation, par exemple, des étudiants? Alors je Mmh. pense qu'en France, si, c'est un gros problème. C'est-à-dire il y avait un reportage sur France 2 la dernière fois, il y avait des Français, des citoyens français qui se faisaient interviewer et qui racontaient, visage flouté, qu'ils avaient modifié en tout cas, l'école, sur, leur CV, qu'ils avaient fait croire à tel employeur qu'ils avaient obtenu tel diplôme. Parce qu'effectivement, enfin, je pense que peut-être qu'on est en train de changer un petit peu de perspective par rapport, aux grandes écoles, aux diplômes et tout ça, mais il y a je pense que c'est il y a, c'est les employeurs en fait regardent, s'attachent effectivement aux écoles, pour lesquelles les étudiants ont évolué et donc ça peut amener des gens en tout cas à modifier, les informations, par rapport, aux diplômes qu'ils ont obtenus. Alors le problème se concentre en France, mais il va se concentrer également dans d'autres pays. Et notamment, on développe avec Vimpachi, Fred Meyer, MB Aviation, cette solution justement de tokenisation des certifications, Mmh. pour, en tout cas du personnel aéronautique qui se trouve en Afrique. Voilà, c'est un problème également, c'est-à-dire comment on peut garantir, que ces personnes qui sont sur le continent africain et qui peut-être a moins de standards en termes de sécurité et de contrôle, mais comment on peut apporter plus de sécurité et de contrôle, notamment avec la blockchain et garantir que, voilà, ces personnes, en tout cas qui, naviguent sur un aéroport, ont bien les qualifications nécessaires pour s'occuper d'un avion. Et donc, vous avez monté Kepler donc avec Yannick, ton père et quel a été le 1er produit, la première idée que Kepler a développée avec, bah, du coup avec toi et Yannick? Ouais, alors le premier concept, c'était, le PNFT et ça vient en fait du travail de recherche et développement, qu'on a fait au sein de Galileo. Le PNFT tout simplement, ça veut dire Physical Non Fungible, Token. C'est un NFT, hein, c'est un type de contrat intelligent de la blockchain. Mmh. Et ce NFT, finalement, il va contenir une photo, des informations, des données qui sont visibles, des données qui sont pas visibles, qui sont encryptées. Et finalement, on s'est rendu compte que ce type, de NFT, enfin ce PNFT Mmh. était, avait du mal à trouver preneur pour la simple et bonne raison que, ce NFT finalement, il pouvait y avoir des problèmes de GDPR, de confidentialité des données, mais qu'également, posséder un NFT, ça nécessite également, enfin ça ramène à une notion en tout cas de contrôle et de propriété, ou en tout cas de custody. Voilà ce que je veux dire de custody de ce NFT. Mmh. C'est-à-dire que pour avoir ce NFT, il me faut une wallet crypto et l'avoir dans ma wallet. Mais on va pas demander en fait à, tout le monde, monsieur et madame tout le monde qui n'y connaissent rien à la blockchain, de Non. télécharger un wallet, d'avoir des gas fees, d'obtenir ce NFT, de pouvoir le gérer, le transférer et cetera. Trop complet, trop compliqué et donc en fait, on s'est rendu compte en parlant avec nos clients, avec des experts, avec différentes personnes autour de la table que ce concept de NFT a été très difficile à vendre et très difficile à mettre en place. Et c'est pour ça qu'on s'est posé, en tout cas avec, des collègues à Yannick, en disant: «Mais en fait, il faut revoir le concept de NFT, il faut faire quelque chose qui est beaucoup plus simple». Mmh. Partons du NFT, le concept est bien, utiliser la blockchain, on peut avoir cette transparence, mais amenons un outil qui est beaucoup plus simple à utiliser,
par nos clients et c'est ce qu'on appelle le concept de hash record, c'est-à-dire de prendre, un cumul de données et de pouvoir le mettre dans la blockchain et ça va donner une clé sécurisée qui est anonyme. Il y a pas de problème de confidentialité, ou de visibilité des informations. Mais pour cette personne qui souhaite décrypter, c'est-à-dire vérifier si ces informations-là correspondent bien au diplôme, qui est présenté ou au certificat papier, il y a grâce à un mot de passe, capacité à revenir en arrière et voir qu'effectivement, monsieur Dupont qui a obtenu tel diplôme, HEC par exemple, bah, ça correspond bien en tout cas à l'inscription qui a été fait, sur la blockchain et en tout cas si l'inscription, diffère, c'est-à-dire que potentiellement, il y a un problème de contrefaçon ou de modification, de falsification, de la vérité et pour ça, en fait, on a lancé, ce qu'on appelle AeroCert. AeroCert, finalement, c'est un software as a service, Mmh. qui permet, en tout cas d'un point de vue B2B, à des partenaires de utiliser cette méthode de vérification sur la blockchain et de l'utiliser de façon très simple et quand je dis simple, c'est-à-dire de mettre de côté un petit peu tous les outils, traditionnels qu'on utilise dans la blockchain, wallet, MetaMask et cetera et de pouvoir tout simplement interagir avec la blockchain de la même façon qu'on va interagir avec une boîte mail, c'est-à-dire mot de passe, email, j'appuie sur un bouton et ça y est. Ce qu'on offre à nos clients, c'est de la simplicité. La meilleure interface, c'est pas d'interface. Le meilleur produit, il n'a pas besoin de manuel, en tout cas d'explication. Tu as quelque chose à garder et à prouver en tout cas son authenticité. Tu rentres les informations de ce produit ou de ce diplôme, et cetera. Tu appuies sur un bouton, ça, envoie une information sur la blockchain et pour celui qui veut vérifier si cette information est viable, non falsifiable, il a une possibilité finalement de revenir en arrière et de voir qu'effectivement, ce que montre la blockchain, c'est exactement ce que montre le papier et donc je crois que l'information n'a pas été modifiée. Et donc ce logiciel AeroCert, donc c'est un logiciel que tu appelles, que tu aimes appeler, plug and play et donc ce logiciel, vous le vendez à quel genre de client exactement? Alors À qui s'adresse AeroCert? plug and play parce que c'est très intéressant dans le sens où on peut se connecter sur ce logiciel, s'inscrire et cetera, rentrer les informations qu'on veut, cliquer sur, tokeniser, certifier, ça nous en renvoie le PDF avec le QR code, le numéro de la transaction et cetera. Mais qu'en est-il en fait de toutes ces industriels, de ces sociétés qui utilisent des ERP, des CRM, qui ont leur propre logiciel et tout simplement on utilise un système d'API où, on peut connecter leur logiciel à notre logiciel et renvoyer finalement le même bénéfice, mais directement depuis, leur interface. Alors aujourd'hui, en termes de clients, on parle surtout, du milieu de la formation, hein, des professionnels, heu, principalement et aussi le milieu de la certification, des missions. Quand je parle de missions, ce sont les missions de drones. Mmh. Notamment, on travaille avec, Sicel, dans la, tokenisation des missions de drones. Pourquoi? Parce qu'elle a un devoir d'exemplarité, sur la fiabilité des informations qu'elle va délivrer. C'est-à-dire lorsqu'il y aura des auditeurs, l'État en tout cas qui va vouloir venir voir, et traiter, analyser, auditer, les informations, ils ont besoin de voir en fait que les informations ont été transmises de façon sécurisée. J'ai pas exactement le détail de cette histoire en tête, mais ça s'est passé il y a plusieurs années. En fait, je crois que c'était au sein d'une banque. Il y a un employé de banque, tout simplement, en fait, il arrive à accéder à la base de données, des clients et tout simplement, bah, dans une base de données, en fait, c'est un tableau, hein, comme un tableau Excel, voilà, avec des cases, des lignes et cetera et tout simplement, il double-clique et il change quelques données et finalement, l'interface qui est renvoyée à l'utilisateur, beh, c'est, cette manipulation de données qui a été faite et donc en fait, c'est hyper simple de modifier aujourd'hui une base de données si tu y as accès, hein. Pour des personnes qui sont en interne, tu te connectes, tu modifies la base de données et cetera et en fait, le client, bah, il a des informations qui ont été tronquées, modifiées. Avec la Mmh. blockchain, c'est pas possible. Tu ne peux pas. Une fois que l'information a été, ancrée dans la blockchain, tu ne peux plus modifier, ces informations. Ben, on a vu du coup Galileo, on a vu Kepler et maintenant ma question ça va être, comment s'est créé Origin Labs? Pourquoi s'est créé Origin Labs? Quel est le principe d'Origin Labs? Parce que du coup, Origin Labs est un petit peu comme une maison mère, comme la maman de Galileo et de Kepler. Peux-tu nous expliquer un petit peu, en comment fonctionne cet écosystème et pourquoi Origin Labs a été créé, et à quel but? Alors Origin Labs n'est pas une maison mère, en tout cas, de Galileo et de Kepler, hein. C'est une société vraiment, à part entière. Il y a peut-être effectivement de mon côté, cette notion de créer,
ce qu'on appelle une holding, c'est-à-dire une société mère. Mmh. Comme je suis actionnaire dans, 3 sociétés, il est intéressant en tout cas d'avoir une société qui est, la mère de ces 3 sociétés filles. Pourquoi? Il y a des enjeux de fiscalité bien sûr, hein, c'est-à-dire que en fait, quand tu as une holding, ça te permet de retirer les bénéfices de ces sociétés pour des stratégies d'investissement. Mmh. Hein. C'est-à-dire que si demain, j'ai une nouvelle aventure que je souhaite ouvrir, ben voilà, je pourrais aller retirer des bénéfices de chez Galileo si elle fait du chiffre d'affaires et des bénéfices et d'aller investir, par exemple, je sais pas, dans une autre société ou si, par exemple, je souhaite ouvrir, des bureaux ou acheter des bureaux, en tout cas pour les employés de ces 3 sociétés, bah, ça pourrait être cette société holding Mmh. finalement qui achèterait les locaux et elle serait propriétaire, en tout cas de ça. L'intérêt aussi d'une holding, c'est de pouvoir faire un effort opérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu as une holding notamment active et qu'il y a des parts dans des sociétés, ça te permet à cette holding finalement d'avoir un management qui est central, Mmh. c'est-à-dire de pouvoir s'occuper finalement avec la même personne de plusieurs de ces sociétés. Ça, c'est Origin Sphere, mais en tout cas, Origin Labs, le noyau dur de cette société, c'est le développement de logiciels, de MVP, de proof of concept. Et la petite particularité, c'est l'utilisation des LLM et Mmh. l'utilisation de l'IA. C'est-à-dire comment aujourd'hui, avec les IA, on parle de OpenAI, de Anthropic, de Gemini, de Grok, comment on peut utiliser leur capacité, notamment en termes de raisonnement, pour fluidifier et augmenter la productivité autour du développement logiciel. Je pense que c'est très intéressant et notamment puisque dans l'histoire, de Galiléo, c'est-à-dire avec, mon ancien collaborateur, Nathaniel, on va lever des fonds et alors on rigole parce que c'est toute une histoire également, Nathaniel, mais on lève des fonds et on va dépenser, cramer énormément d'argent, notamment sur une boîte de développement qui se trouve au Pakistan et en fait, on dépense, de l'argent, dans cette boîte et on se rend compte 15 mois plus tard, que le produit, qu'ils nous sortent, on a du mal à le commercialiser. Ce qu'on appelle un go to market. L'erreur, en fait, ça a été de dépenser trop d'argent dans le développement de ce produit et de ne Trop de temps. pas trop de temps et de ne pas se rendre compte que finalement, que la proposition de valeur qu'on avait en tête Était pas là. répondait à un besoin qui pouvait se monétiser ou qui pouvait se commercialiser Mmh. et j'en suis retourné, alors je l'ai vécu comme un échec, hein. C'est-à-dire que quand tu dépenses, autant d'argent dans un logiciel, que tu y passes, 15 mois, que tu as des développeurs à plein temps et que finalement tu le lances, tu en fais, la une, tu fais appel à des promoteurs de ce logiciel, des influenceurs, tu fais des campagnes de presse, de marketing et cetera et là tu te rends compte que finalement, bah, les gens l'utilisent un peu mais pas trop et que ça génère pas de revenus et que finalement, c'est pas si intéressant la façon dont on l'a construit et cetera. Donc peut-être qu'on aurait dû revenir à une base qui était plus saine. Mmh. C'est-à-dire, oui, au début, on avait l'idée. L'idée, en tout cas, il nous avait donné une validation. On croit en votre idée. Mais entre l'idée et le produit, il y a toute une différence. Et peut-être qu'en fait, on aurait dû juste lancer un MVP qui était beaucoup plus simple, moins abouti, pour pouvoir se rendre compte que finalement, ben, on n'arrive pas. Mmh. On n'arrive pas à trouver des preneurs, on n'arrive pas à trouver des acheteurs, on n'arrive pas à trouver des utilisateurs. Mais ça aurait coûté trop cher. Oui, voilà et c'est ça le concept d'Origin Labs également. C'est comment, enfin, la jeunesse est au bout d'un moment, on n'a plus d'argent pour développer ce produit, hein et de toute façon, on va pas continuer à dépenser de l'argent Mmh. dans ce produit parce qu'on sent que derrière, c'est un échec commercial Mmh. et je me suis dit: «Mais en fait, comment moi je peux revenir aux sources et quel type de produit finalement je peux développer, pour essayer de faire un go to market et de faire un lancement?» Et c'est là qu'il y a des solutions un peu grand public, Lovable, Bolt, Google AI Studio et qui permet, de lancer un MVP, un prototype, rapidement. Et je m'intéresse à ça et derrière, qu'est-ce qui nourrit? Ce sont les LLM, ce sont les IA. On sait que OpenAI a été entraîné sur des, millions de livres, d'articles, de blogs et cetera pour, finalement, lorsque je lui demande quelque chose, par un effet de statistique et de probabilité, me dire, «Bah, tiens, le mot, cardiologie a une comment dire? Une plus statistiquement rapprochée, Mmh. de cage thoracique, de
des cavités pulmonaires, et cetera, que le fémur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un LLM ne réfléchit pas. Un LLM te fournit des probabilités. Il y a plus de probabilités qu'un mot soit rapproché d'un autre mot, et c'est pour ça qu'elle a plus de probabilités Mmh. qu'un bout de code soit rapproché d'un bout de code. Et en fait, c'est ça le concept des LLM. Et en fait, je vois des LLM qui sont de plus en plus spécialisés dans le développement informatique, notamment anthropique. Et c'est là que je me lance dans le développement de prototypage de POC. Mais ces interfaces grand public, Lovable, Bolt, V0, sont très bien pour faire du prototypage au début. Et ce que j'adore avec ça, c'est que ça permet à l'entrepreneur de lancer, De se rendre compte. de se rendre compte et de le montrer à un public pour voir s'il y a une appétence. Mmh. Mais le problème de ces outils au grand public, c'est que une fois que tu souhaites rentrer dans le dur, une fois que tu as construit la carrosserie de ta voiture, il faut que ta voiture puisse avancer. Il faut qu'elle puisse avancer, mais aussi il faut qu'elle puisse avancer de façon correcte. Il faut que si un mécanicien ouvre le capot de ta voiture, il n'ait pas à passer 50 jours à essayer de réparer ta voiture, mais que ça soit facile et fluide. Et c'est comme ça que je commence à m'intéresser à des solutions qui sont un peu plus deep tech, un peu plus expertes ou un peu plus difficiles d'accès, qui est notamment de rentrer dans le cœur d'un logiciel. Ce qui est fourni par ces solutions, c'est bien pour la carrosserie, mais en tout cas pour la mécanique du logiciel, il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et c'est là que je vais me former. C'est-à-dire, j'écoute des podcasts et j'entends que les mecs de chez Anthropic, OpenAI, ils disent tout simplement, nous, pour développer la prochaine fonctionnalité de notre LLM, c'est tout simplement notre LLM qui le fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'entends également Gemini qui dit, pour développer Gemini 1.5 ou Gemini 2.5 Flash, on utilise Gemini 2.5 Pro. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'en fait, ils utilisent leurs IA les plus puissantes pour développer des fonctionnalités. Et pour moi, ça fait sens. Je me dis, OK, les IA peuvent être très puissantes, en tout cas, pour améliorer et aider et fluidifier le développement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à des outils qui sont utilisés par OpenAI, Anthropic, pour développer du logiciel. Et aujourd'hui, c'est ce que j'offre à mes clients. C'est-à-dire, bye bye les 250 000 euros dépensés pour ton logiciel. Bye bye les 15 mois de développement. Bye bye, tu as besoin de trouver des financements. Bye bye, tu as besoin d'aller demander à ta famille pour financer ton produit logiciel. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui si tu peux dépenser, par exemple, 1 500, 2 000 euros pour avoir un premier MVP? Donc voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on base notre proposition de valeur. C'est sur du développement rapide, efficace et qui permet à l'entrepreneur de se rendre compte de la réalité du marché et qui, si ça marche en tout cas, de dire allez, on continue le développement, on va mettre un peu plus les mains dans le cambouis, on va construire la mécanique. Et ce qu'on veut également, c'est que les mécaniques, elles soient bien foutues. Parce que Mmh. si le mécanicien vient, il n'a pas envie de dépenser plusieurs jours, enfin de passer plusieurs jours à essayer de résoudre le dit logiciel. Et cette méthodologie, elle est basée sur un terme qui est apparu février 2025, il me semble, il y a quelques mois, qui s'appelle le vibe coding. Et comment tu intègres, toi, cette méthodologie de vibe codeur, de vibe coding dans ta journée, au quotidien, quand tu codes? Alors c'est en février 2025, je crois que c'est un ancien de chez OpenAI, Anthropic ou un consultant. Mmh. Je sais plus trop et en fait, il annonce cette ère du vibe quelque chose. Et pourquoi en fait, c'est quoi l'étymologie de ce nom? Vibe, ça vient de vibrer, hein, Mmh. en anglais et c'est rester dans un flow, dans une bulle un petit peu comme si on flottait, Mmh. voilà, comme si on était content ou tout se passait bien, voilà, la positivité, on va dire ça et il joint ce nom vibe au coding, OK? Donc le coding, c'est quoi? C'est écrire des lignes de code et cetera, développer un logiciel. Mmh. Le problème du coding, c'est que ça demande des ressources, hem, intellectuelles, je pense, grandes, ça demande du temps et l'un des conséquences, en tout cas des résultats du coding, c'est ce qu'on appelle le bug, le debug. C'est un processus totalement naturel du coding. Quand tu fais du développement informatique, même si tu le fais bien depuis le départ, forcément tu vas rentrer dans un processus de debug. Ça peut être par exemple parce que tu as
soit parce que tu as mal fait les choses, ou soit parce qu'il faut que ton produit soit adaptable à Chrome, à FileZilla, Chrome, à Firefox, à Opera, à ton mobile, à ta tablette, etc. En fait, si tu veux, il y a tellement de particularités pour que ton logiciel tourne sur différents types de serveurs, de moteurs de recherche, enfin de navigateurs, que tu as besoin en fait d'itérer et de résoudre en fait des problèmes pour une polyvalence ou une interopérabilité du dit logiciel. Et le Mmh. problème du bug, c'est que en fait, quand tu t'es confronté à un problème technique que tu n'arriveras pas à le résoudre, beh, finalement, ça va te faire perdre ta je dirais pas ta motivation, mais ça va te mettre dans un élan en mode: «Tiens, j'ai un problème, je ne sais pas comment le résoudre. J'ai essayé 3 milliards de choses, c'est difficile» et peut-être que tu as envie de passer à autre chose ou de contourner le problème et C'est long. cetera. Mmh. Voilà, c'est long. En tout cas, si on regarde le film The Social Network, qui reprend la vie de Mark Zuckerberg, Mmh. j'aime bien parce qu'il y a des passages qui dit, «Le dérange pas, il bouffe du code». En fait, le mec, il est avec ses écouteurs, il code et cetera et en fait, je pense que dans l'esprit du développeur, alors le développement, c'est très, rigoureux, scientifique, je dirais, méthodique, mais il y a aussi une part de créativité. C'est-à-dire que la créativité du développeur pour créer des interfaces, des fonctionnalités, et cetera. Je pense qu'il y a une vraie dopamine qui peut se créer, tu vois? Tu changes le bouton la couleur d'un bouton, tu le vois et cetera. Il y a un élan créatif, en fait, qui s'opère et le Mmh. problème, c'est que quand tu as un bug, bah, cet élan créatif ou en tout cas cette vibe disparaît. L'idée du vibe coding, c'est qu'avec les LLM, on peut aller hyper vite et notamment on peut résoudre, des bugs. Le vibe coding est né en février 2025. Quelques mois plus tard, il y a eu l'idée du vibe engineering et c'est quoi les 2? C'est qu'en fait, les vibe codeurs, ce sont des personnes, soit des développeurs, soit des ingénieurs, soit monsieur et madame tout le monde, qui ont commencé à utiliser ces outils. Et en fait, en utilisant ces outils, ils se sont rendus compte que, ils faisaient les choses mal, qu'ils laissaient de la dette technique, qu'il y avait du code spaghetti, qu'il y avait des problèmes de sécurité, que la mécanique, on en revient, que la mécanique, en tout cas de la voiture, était très, très, très mal foutue et très, très mal Mmh. construite. Et donc finalement, ce qu'on appelle un vibe coder, c'est une personne qui utilise des LLM, qui utilise l'IA pour faire du développement informatique mais qui le fait de façon, non rigoureuse, non méthodique et qui rejoint en fait un peu ce principe de ce qu'on appelle le blind coding. C'est-à-dire coder à l'aveugle et ne faire trop confiance à l'IA sur les résultats qui sont produits. Le Mmh. vibe engineer, en fait, c'est une personne, je pense déjà qui, a une connaissance, En code, du en coup. code, dans l'environnement logiciel dans lequel il souhaite, évoluer, qui connaît un peu les process habituels, le prototypage, le développement, le QA, le DevOps, la mise en production et cetera et qui voit, il fait: «Waouh, mais ces LLM, en fait, ils sont de plus en plus, impressionnants. C'est pas qu'ils vont remplacer mon travail, mais en tout cas, ils peuvent, me faire gagner en rapidité, clairement» et le Vibe Engineer, en fait, c'est une personne qui utilise l'IA, mais avec une méthode. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas corrompre par, ce qu'il y a sur l'écran, mais qui a quand même une capacité, Une d'analyse objectivité, et une sensibilité pour ce que l'IA est en train mmh. de produire et je pense que ça va dans la bonne direction. Donc ça devient un pilote. Ça devient un pilote Ça devient et un pilote d'IA. ouais, ça devient un pilote d'IA et je pense aussi que chaque IA a ses différentes spécificités, on parlait de Grok, Gemini, Anthropic, Claude? OpenAI, ouais, Anthropic, Claude, qui ont, voilà, au début Claude, oui. Anthropic, s'est dit: «Beh, on a un concurrent, c'est OpenAI, c'est ChatGPT et nous, il nous faut quand tu es dans un marché comme ça qui pourrait commencer à être saturé, il te faut un différenciant. Mmh. Qu'est-ce que Anthropic va faire de différent par rapport à OpenAI? Je veux dire, ils avaient, 90 du marché, des LLM grand public, comment Claude allait réussir à gagner des parts de marché? Et ils se sont dit et notamment ça a été une grande révolution avec Claude 3.5, de se dire: «Mais nous, on va se spécialiser en coding» et aujourd'hui, c'est une grosse part de revenus des LLM. Hein, je pense il Le y a coding? énormément d'argent à gagner, en tout cas pour les promoteurs de LLM, hem, dans le coding et le développement et Mmh. notamment Claude s'y est mis comme un initiateur et comme un leader et tout de suite tout le monde tous les LLM ont suivi. ChatGPT a suivi dans le coding, Grok également, Gemini et en fait, elles sont en train de se faire bataille pour gagner des parts de marché et Mmh. ça, c'est à notre avantage à mort, qu'elles fassent ça.
puisque, parce qu'en fait, elles développent leurs compétences Mmh. et leurs spécialités et en fait, ce que j'aime bien, c'est que alors on pourrait les comparer à des humains, mais elles ont tous leurs forces et leurs faiblesses. Elles ont Mmh. tous été entraînées de façon différente avec un angle d'entraînement différent et c'est-à-dire qu'en fait, j'aime bien les mettre en compétition pour des tâches, particulières par rapport à d'autres. Ouais, c'est ça que je voulais te poser comme question. Comment est-ce que tu les utilises du coup entre elles? Bah, tout simplement, je pense, en tout cas par mes recherches et surtout en écoutant ceux qui les utilisent mieux que moi, à comprendre, comment elles fonctionnent, quelles sont Mmh. leurs forces et quelles sont leurs limites. Et lorsque j'ai une tâche de développement informatique et logiciel, j'arrive et je pense que j'y arrive par, maintenant l'expérience, à comprendre si ce LLM serait plus adapté pour tel type de tâche. Et donc, si tu veux, voilà, quand j'ai mon sprint, quand je fais mes tâches de développement pour un client, j'arrive à me dire: «Bah, tiens, pour cette tâche, je pense que ce serait plus OpenAI qui serait spécialisé et pour cette tâche, ce serait davantage, Anthropic, qui serait en tout cas plus force de proposition ou qui apporterait la meilleure qualité». Est-ce que tu les laisses interagir entre elles? Alors, elles n'en sont pas encore où elles peuvent interagir de façon automatique, même si on Mmh. pourrait construire effectivement des bots. Mais lorsque j'accomplis une tâche de développement, je vais toujours demander à une autre IA d'analyser ce que la tâche a été faite. Alors je pense qu'il y a 2 façons de le voir, c'est-à-dire une IA en fait qui s'auto-analyse et il y a peut-être même je pense que c'est très humain de faire ça. C'est un humain en fait qui fait une tâche et en fait tu vois, il fait un devoir et finalement il relit son devoir pour voir s'il a rien oublié. Et je fais c'est comme ça que l'humain en tout cas peut réduire les erreurs, en se relisant. Mmh. Ou l'humain peut réduire les erreurs en demandant conseil à une autre personne. Je pense qu'en fait, je fais ça naturellement avec les IA. Mmh. C'est-à-dire, c'est parce que l'IA qui me fournit un résultat, soit je vais demander à cette même IA de revoir le résultat qu'elle m'a produit, pour voir si elle est toujours d'accord avec ce résultat, soit je vais demander à une autre IA qui a peut-être un angle d'attaque ou une Peu approche différent. différente, d'analyser ce que cette première IA a fait. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette méthodologie, de nous avoir expliqué un peu tout ça. Merci beaucoup Pierre. Merci Mélodie.